Bonjour à toutes et à tous, la Belgique se relance. C'est une série d'émissions spéciales, un véritable tour de Belgique pour vous donner la parole. Entrepreneurs, chefs d'entreprise, restaurateurs, fonctionnaires, ingénieurs. Nous vous recevons sur ce plateau pour discuter de la relance, bien évidemment, et pour partager votre vision et tout ce que vous mettez en place pour cette relance, pour une Belgique plus ambitieuse. De la Wallonie-Picarde à Liège en passant par la Flandre, au total 8 semaines d'émissions vous seront proposées jusqu'en février 2022 et à chaque fois une zone géographique à l'honneur. Aujourd'hui, nous terminons notre focus sur le Hainaut avec des acteurs qui connaissent leur région. Ils nous parlent de business, de loisirs, de culture, de sport et de tourisme. Toulaye Kazap est avec nous. Merci d'être là. Vous êtes conseillère juridique chez SD Works. Jean-Jacques Loquet, président du B4C, Business for Charleroi et d'autres choses, on en parlera dans cette émission. Philippe Fourmeau, directeur des Lacs de l'Odeur. Bonjour, merci d'être avec nous. Fabrice Laurent, directeur du Centre culturel de Charleroi. Et d'autres invités nous rejoindront dans cette émission pour échanger et pour partager ensemble. Jean-Jacques, je vais commencer avec vous. Vous venez de reprendre la présidence de ce club B4C. Vous êtes, j'ai presque envie de dire, à la bonne place, un homme tellement de réseau, d'échanges, de partage. Est-ce que, plus que jamais, vous vous sentez utile grâce à vos compétences, votre expérience, après 15 mois de pandémie ? Alors, je vais dire très modestement, c'est vrai, à 61 ans et avec un parcours assez particulier et en ayant principalement axé d'ailleurs sur le Hainaut, je suis vraiment très heureux il faut savoir, il y a 2 ans, on m'a proposé de prendre la présidence de B4C, juste avant le Covid. Oui. Et donc on a vécu 2 ans compliqués pour ce club d'affaires et aujourd'hui j'arrive vraiment dans un moment où j'ai décidé aussi d'être indépendant avec ma société qui est axée sur tout ce qui est management humain. Je suis pas là pour en parler d'ailleurs, mais peu importe. Et le B4C qui a redémarré, on a eu l'intronisation la semaine dernière avec quasiment 2 nouveaux membres chaque jour. Ouais. On sent ce programme de relance. Avec un programme de relance, on a la chance aussi d'avoir un secrétaire d'État qui est un peu attaché à notre région, comme vous le savez, qui est gentiment dit que j'étais son mentor, mais je pense qu'à 61 ans, on doit relater, on doit être là pour transmettre et inciter finalement toute cette jeunesse à revenir sur Charleroi avec des projets énormes. C'est des centaines de millions qui vont être investis. Ouais. Et je crois qu'on le mérite. On le mérite. On a vécu des situations difficiles. Il y avait d'abord des projets au niveau urbanistique par Paul Magnette qui voulait vraiment redorer sa ville au niveau culturel et urbanistique. La culture, malheureusement, on sait qu'elle a souffert avec le... Et aujourd'hui, je pense que tout ce microcosme, cet écosystème est en train de se faire avec aussi un épicentre, je crois, pour la Belgique de formation, où on a tellement besoin, on sait que le taux de chômage est important, on veut ramener les jeunes, et donc derrière tout ça, évidemment, et tous ceux dont vous parlez ici, la culture, le tourisme, j'ai eu la chance d'être président des Lacs de l'Odeur, et donc on sent aujourd'hui tout cet écosystème qui est en train de se faire, et ça va être, je le dis, the place to be par rapport aux 5 années qui vont venir et tous les projets. Et très heureux que... Comme ils m'appellent tous Papou, Papou est là parce qu'il va être là. Et on y va, quoi. On y va avec un dynamisme. Ça me motive à mort de justement pouvoir transmettre et avec toute cette jeunesse qui a envie de reconstruire cette région. Et vous transpirez le positivisme ? Ah oui, mais j'ai toujours, il faut, je pense que je suis quelqu'un, on prend des coups, quand on est idéaliste, mais je sens ici une envie, je sens qu'on va avoir des moyens. Ça, c'est quand même très important parce qu'on a beau avoir l'envie, mais on sent des moyens très importants qui vont être mis en place. Vous savez, il y a un jour quelqu'un qui me disait, mais plus on voit de grues, plus on doit se réjouir. Et on voit les grues qui reviennent, on voit les projets qui reviennent. Et donc, derrière tout ça, et puis le monde académique, les universités reviennent aussi, veulent participer à des grands projets, que ce soit l'ULB, l'UCL. Et donc tout ça n'est que positif et de la formation accessible à tous. Vous savez, l'IFA-PME qui a 40 formations dans les métiers de la construction. Donc, des gens qui aujourd'hui n'ont pas de diplôme auront accès. La caserne qui va venir avec 1000 emplois. Voilà, tout ça, ce n'est que positif. Et je suis très content d'arriver, en tout cas, je suis jamais parti, mais d'être là pour ce projet au bon moment. Le Hainaut plus que jamais. Et le Hainaut d'hier ne sera certainement pas celui de demain. On va en parler tout au long de cette émission ensemble. Toulaye, au sein d'SD Works, vous venez certainement de vivre une période compliquée. On peut résumer ça comme ça ? C'est clair qu'il a fallu s'adapter, clairement. Donc, en tant que conseiller juridique, on a dû aussi faire face à la crise pour pouvoir vraiment accompagner nos clients au jour le jour. Le monde du travail a vraiment été chamboulé avec la crise, clairement. Et par contre, il y a aussi des points positifs. La crise, par exemple, est venue accélérer le recours au télétravail. On s'est rendu compte que les employeurs, finalement, se disaient « Ah ben tiens, c'est pas plus mal, mon entreprise continue de très bien tourner, même avec le télétravail. » Et
du coup, je le mettrai bien en place aussi pour l'avenir. Donc, il y a pas mal d'opportunités qui ont été générées grâce à la crise. On va revenir sur ces éléments, sur le télétravail notamment, et d'autres choses que vous avez mis en place tout au long de cette émission. Philippe Fourmeau, les lacs de l'Odeur, pendant le Covid, c'était totalement à l'arrêt ? Non, pas totalement à l'arrêt. Enfin, en tout cas, certaines périodes au tout début du Covid. Et puis, une fois que la relance s'est installée, c'est clair que le tourisme, en tout cas la ministre du Tourisme, a lancé pas mal d'actions positives pour justement relancer de nouvelles campagnes autour du tourisme. Et la volonté, c'était de faire, lorsque ça a pu être possible, en juin 2020, je pense que certaines attractions pouvaient ouvrir. Et donc ça, c'était assez positif. Les organisateurs, en tout cas les responsables d'attractions et chefs d'entreprise se sont réinventés. Il y a une convergence d'énergie justement pour ces différentes campagnes qui ont valorisé le tourisme de nos régions, et donc on a constaté que pas mal de personnes ont découvert ou redécouvert nos régions, et ça c'était très positif. Il y avait une vraie opération séduction. Il y avait une grosse opération séduction, et on en bénéficie encore cette année-ci, et j'espère en tout cas, c'est notre volonté, que ça perdure dans le temps, parce qu'on a de très belles régions, en particulier les lacs de l'Odeur, mais il y en a aussi d'autres qui sont superbes, et il y a vraiment une volonté de redécouvrir nos régions, et ça c'est très positif. C'est ça le point, vous diriez, qu'est-ce que le Covid m'a apporté, puisqu'il y a toujours du positif, même dans du négatif? Redécouvrir ces régions, sa proximité, et profiter des attractions que le pays peut offrir, en termes d'attractions, en termes de sites touristiques, que ce soit sites nature ou même urbain. Le côté urbain un peu plus souffert, en tout cas du tourisme, mais bon voilà, je pense que ça c'est reparti. Et on se donne les moyens, en tout cas, d'arriver à des choses positives avec toute une série de tourisme d'affaires, tourisme événementiel, etc. Mais on pourra en parler peut-être tout à l'heure aussi. Oui, c'est ça. Vous avez quand même profité de ce pseudo-temps d'arrêt pour faire quelque chose, pour prendre du recul ou pour prendre des décisions que vous n'aviez pas le temps de prendre? C'est-à-dire qu'à un certain moment, on s'est posé, on a regardé ce qu'on pouvait faire, on a accompagné nos opérateurs, les lacs de l'Odeur en particulier, c'est 25 opérateurs différents, donc des chefs d'entreprise qui ont souffert, qui ont dû se réinventer. On était là pour les accompagner, pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour la relance, et qu'ils puissent trouver des solutions et des idées innovantes. Oui, on va rentrer dans le détail tout à l'heure de ce site qui est trop méconnu et où il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Oui. Fabrice Laurent, vous êtes directeur d'Éden, le centre culturel de Charleroi. Alors là, clairement, la culture, on en a beaucoup parlé pendant cette crise. Vous avez dû vous réinventer. Qu'est-ce que ça vous a, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? En tout cas, il a fallu sortir de sa zone de confort. Faire des spectacles dans une salle qu'on connaît par cœur, c'est relativement facile après tout. Là, ce n'était plus possible. Et donc, il a fallu, plutôt que de mettre de la culture dans une salle de spectacle, en mettre dans d'autres lieux. On a découvert, par exemple, la réalité des maisons de repos. Il a fallu attendre le Covid pour qu'on songe à aller faire de la culture dans les maisons de repos. On est allé proposer des concerts dans les parcs, des spectacles dans les quartiers, dans les cités. Et donc, en quelque sorte, on a mis de la culture partout, tout le temps, à des heures parfois un peu incongrues. Faire des concerts à 8 heures du matin pour la rentrée des classes, c'est un peu différent que de faire des concerts le vendredi soir. Et donc, il a fallu, changer de paradigme et sortir de nos murs, se réinventer, même si le terme a été largement galvaudé tout au long de la crise. Mais en tout cas, il a fallu changer de posture et proposer autre chose. Non, mais c'est fou, ça veut dire quoi, sans faire de la philosophie de bas échelle, mais ça veut dire que le reste du temps, si une catastrophe comme celle-là nous arrive pas, on dort un peu. En fait, on se repose sur ses acquis. Je ne le présenterai pas tout à fait comme ça. En tout cas, ça nous a forcé à penser le problème autrement, à nous arrêter un temps. Ça a été la période la plus dure, le printemps 2020. L'arrêt total, mais qui permet aussi de réfléchir autrement. Et on a voulu prendre cette période comme une période de recherche et développement. C'est paradoxal, mais en culture, vous n'avez pas droit à l'échec. La première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que vous avez eu du monde à votre activité? C'est logique, on le fait pour le public. Par contre, là... C'est pas que valable dans la culture, cela dit. On vous demande tout de suite si vous avez du monde. Bien sûr, dans les médias aussi. Mais ici, on pouvait saisir l'opportunité de ne pas faire de la culture pour trop de gens, sortir dans l'espace public, proposer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de proposer, et puis voir ce qui se passait. Et ça a toujours fait des rencontres hyper riches, et on a pu constater aussi que c'est surtout en temps de crise qu'on a le plus besoin de culture, et là, pour le coup, on a été servi. Oui, et puis on avait besoin de divertissement aussi. Mais j'ai presque envie de vous dire, faire l'avocat du diable, c'est pourquoi on l'a pas fait avant? Puisque vous voulez toujours que la culture soit plus près des gens, mais on attend qu'ils viennent à soi. Pourquoi on ne va pas à eux plus souvent et pourquoi ça c'est une très bonne question. Vous allez continuer à le faire?
On continue à le faire, notamment les maisons de repos, mais donc il a fallu en effet attendre le Covid pour se soucier des personnes âgées en maison de repos. C'est une leçon, je veux dire, de philosophie de vie qu'il faudra pas oublier quand ça reprendra plus ou moins normalement. Mais on continue à le faire, les cours d'école, les quartiers, les cités sociales, etc. Oui, c'est ça. Tulay, est-ce que ce challenge en pleine crise de réagir, d'accompagner vos clients, j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu quelques réunions au sein de l'entreprise pour réagir? Bien sûr, donc on a dû réagir aussi très très vite parce que voilà, la crise s'est imposée à tout le monde et notamment le chômage temporaire qui s'est imposé à pas mal d'employeurs qui étaient perdus. Oui. On a dû les accompagner. C'était quoi les questions? C'était quoi voilà, j'ai mes travailleurs qui ne savent plus venir parce que je dois fermer mon entreprise. Comment je dois faire concrètement au niveau de la procédure pour mettre en place le chômage temporaire? J'ai un travailleur qui a attrapé le Covid. Est-ce qu'il peut quand même revenir en entreprise ou quelle est la procédure à suivre? Il doit être en quarantaine. Comment je dois le déclarer au niveau de sa fiche de paye? Donc il y a vraiment énormément de questions pratiques qui ont découlé de la crise, de toutes les mesures qui ont été prises en faveur des travailleurs et des employeurs. Oui. Et il a fallu s'adapter, clairement. Philippe, c'est des questions que vous avez dû vous poser aussi? On se les posait, oui, mais à un certain moment. L'année 2020 et début 2021 étaient compliqués parce qu'on a eu, par exemple, je prends l'approche événementielle, oui. On a pratiquement pas eu d'événement de toute façon. Oui. On était tributaire aussi de toutes les décisions prises par le comité qui gérait un peu tout ça. Et donc oui, on a rencontré nos opérateurs, on a posé pas mal de questions. Ils sont revenus vers nous. On était aussi un bon lien entre ce qui se décidait et leur interrogation, parce que c'était ça en fait. Ils savaient pas trop où aller, vers qui aller, et donc on était un peu ce lien entre les instances, les institutions touristiques et l'opérateur qui gère son attraction tous les jours et qui malheureusement est fermé. Et donc c'était oui, on ouvre cette semaine, si on ouvre la semaine prochaine, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'on peut faire, est-ce que vous allez apporter un peu d'aide au niveau logistique ou bien au niveau administratif ou autre. Oui. Donc on était là en soutien pour être un peu facilitateur et en soutien de nos opérateurs pendant cette période. Je pense que ayant été, je suis toujours dans le conseil dont j'étais président, mais les lacs de l'Odeur, ce qui était très paradoxal, ils ont hyper fonctionné. Malheureusement pas pour les partenaires, sauf que c'était une zone nature où tout le monde venait se réfugier parce qu'on ne pouvait plus faire que ça. Oui, mais c'est ça. Les gens se sont mis au vélo, à la promenade, donc on avait beaucoup de monde, et malheureusement nos opérateurs étaient fermés. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui se passait, c'est que dans beaucoup de domaines d'activité, on est installé, non pas qu'on s'endort sur son truc, mais on travaille, on ronronne, on performe dans son domaine, mais on ne quitte pas sa zone de confort, on ne se réinvente pas. Et comme tu l'as bien expliqué, voilà, tout va bien, on travaille et tout. Et puis, c'est ce que j'explique souvent dans les conférences, c'est un bon patron d'entreprise, un bon manager, et ça, on doit penser, il doit, à partir du moment où tout fonctionne très bien, il a les équipes, mais il doit penser qu'est-ce qui va se passer dans 3, 5 ou 10 ans. Le Covid, c'est une chose, mais des crises, il y en a toujours eu. Il y a eu la crise, on a arrêté les mines, on a arrêté la sidérurgie. Enfin, je dis, aujourd'hui c'est une pandémie, et demain ce sera quoi? C'est peut-être le digital qui va se planter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je crois qu'on doit se préparer et toujours se dire comment on se réinvente. Et ça, c'est la plus belle leçon de vie. On sait qu'il y a des gens, évidemment, ça a été catastrophique. Le drame dans les hôpitaux, on s'est rendu compte qu'on avait délaissé. Mais c'est pas possible pour tout le monde de faire preuve de créativité, d'agilité. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Je pense que c'est possible. Je viens d'entendre ici, moi j'ai aussi affronté mon ami ici en lui disant « Qu'est-ce que tu as dû souffrir ?» Il me dit « Non, on s'est réinventé. » Oui, mais c'est ça. Et pourtant, s'il y a bien un secteur qui a été complètement plombé, c'est le leur. On dit « Vous fermez vos salles, terminé. » On pourrait parler aussi des boîtes de nuit. Et Fabrice, tout le monde ne l'a pas fait. Tout le monde n'a pas eu. Il faut un peu de courage aussi pour faire tout ce que vous avez fait, non? Oui, et on a la chance de ne pas vivre uniquement de notre billetterie. Il y a évidemment, quand vous dépendez de votre billetterie comme un cinéma ou comme un théâtre privé, vous n'avez pas beaucoup de marge de réinvention. Un centre culturel fait tout un travail de citoyenneté. On fait beaucoup d'ateliers dans les quartiers. On a beaucoup d'activités gratuites. Donc quand ça s'arrête, on récupère des moyens qu'on peut consacrer à autre chose aussi. Et donc ça a permis de faire toutes ces multiples activités gratuites dans les quartiers pour faire finalement cohésion sociale, pour faire société, pour faire ville ensemble dans un contexte où chacun était relégué chez soi et en insécurité. Et ces activités dont vous parliez dans les maisons de retraite par exemple, elles vont continuer, celles-là ?
Oui, elles ont continué. Donc, on a refait une série de concerts à la Fête de la musique ici en juin. On refera une tournée de Noël aussi. On les garde à certains moments un peu stratégiques. De super rencontres, ça a été aussi les cités d'habitation sociale, ou plutôt les logements de service public, pour employer le terme adéquat aujourd'hui. Aller proposer du cirque contemporain au balcon que les habitants pouvaient voir de leurs fenêtres plutôt que de sortir dans la rue, ça a été des expériences qui sont bouleversantes en fait. Et des endroits où on ne va jamais, parce que comme le dit Jean-Jacques, quand votre salle de spectacle fonctionne, vous n'avez pas de raison de questionner votre programmation, vos pratiques. Est-ce que vous pensez qu'avec justement tout ce qu'on vient de vivre et tout ce qu'on est en train de partager, on ne va plus jamais penser de la même manière qu'avant ? J'espère. En tout cas, dans le monde de la culture, les discussions sur le monde d'après, on y a quand même cru et on continue d'y croire. Et on peut espérer que cette crise nous amène une autre manière de fonctionner. J'ai quand même un peu de doute quand je vois comme ça risque de repartir. Est-ce que, quand vous avez réagi, vous n'étiez pas seul, j'imagine que vous avez une équipe, mais est-ce que c'était si facile que ça, si évident ? Non, parce qu'il y avait plusieurs approches. Il y a les pessimistes, les optimistes. Il y a eu aussi un large déni généralisé dans la société. Au printemps 2020, tous les experts disaient que jusqu'à l'arrivée d'un vaccin ou un traitement efficace, ça n'allait pas aller mieux. Et pourtant, beaucoup y ont cru. On pensait que la saison culturelle allait repartir en automne. Eh bien, il fallait plutôt miser sur le plein air et sur l'été et changer un peu les équilibres des saisons culturelles, les équilibres des activités. Dans la première partie de cette émission, on essaye un peu de faire le bilan, de voir un peu ce que ça a pu nous laisser comme trace, autant positif que négatif, ce Covid. Jean-Jacques, on le sait, vous soutenez, vous accompagnez aussi des chefs d'entreprise dans leur démarche. Ce moment dont vous parliez à l'instant, ce moment où tout va bien et où on doit se poser la question, comment on fait pour y penser ? Parce que quand tout va bien, c'est pas toujours évident de se remettre en question. On est bien d'accord. J'ai malheureusement vécu des crises. Je vais vous donner le terme anecdote n'est pas juste. On a vécu, quand j'étais à l'aéroport, un accident d'avion qui arrive alors que tout va très bien. On a vécu le terrorisme. À ce moment-là, en tout cas, ma façon de fonctionner, c'est de m'isoler un peu et d'essayer de faire le vide et de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'assied et on déprime ou est-ce qu'on se dit... Alors, et à ce moment-là, on lance cet input de dire, allez, les gars, il faut qu'on trouve des solutions. Au Lac de l'Odeur, une équipe extraordinaire, le conseil d'administration, ils ont commencé par, ok, on va faire une stratégie, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire pour développer. J'entends ici des projets. Je parlais avec le CEO des Ewers, qui s'est réinventé, qui a dit, voilà, nous, on va créer des cellules pour réfléchir à qu'est-ce qui va se passer demain. Parce que on s'est rendu compte qu'il y a une chose qu'on avait fondamentalement oubliée dans toutes ces nouvelles technologies, c'est l'humain. Et aujourd'hui, c'est oser l'humain dans votre vie professionnelle. Et moi, c'est ça que je vais faire maintenant avec différentes gens. Et j'entends autour de moi que ça. Et des gens se disent, l'humain, comptons sur l'humain. Des petites entreprises toutes simples, des petits restaurants où finalement c'est les responsables de salles qui disent, mais écoutez, moi je vais me transformer en chauffeur, je vais aller délivrer les plats. C'est un exemple. Mais dans toutes les entreprises, l'humain est arrivé avec des nouvelles idées. C'est pas les nouvelles technologies qui ont dit j'ai la solution. C'est pas l'extra, avec tout le respect que j'ai pour les Google, Amazon et ainsi de suite. C'est pas eux qui ont trouvé la solution. C'est l'humain qui est venu dire, nous avons des solutions. La solution des eaux, la solution au Lac de l'Odeur, la solution dans les... Et c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire, et toute personne dans l'entreprise peut avoir des idées. Darwin disait, ce n'est pas les plus intelligents ni les plus forts qui vont résister en période de crise. Ce sera ceux qui savent s'adapter au changement. Et je crois que ça, c'est la leçon qu'on doit retenir. Et il faut être vigilant. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être vigilant de se dire, il ne faut pas se réendormir parce que ça va redémarrer. Les gens vont être vaccinés, on va repartir en vacances. Mais attention. Les crises sont là. Est-ce que pour autant, si on prépare ça, on sera d'autant moins stressé quand elles arriveront. Moi, j'ai vu une interview de Bill Gates en 2014 qui dit « Attention, on ne sera pas prêt pour la prochaine pandémie. » 2014. Eh bien voilà. Aujourd'hui, tenons compte de cette leçon-là et dans nos réflexions, dans nos équipes, ayons toujours ce moment de s'arrêter et de se dire « Ok, pensons à demain, à après-demain. Qu'est-ce qu'on doit prévoir pour que tout se passe le mieux possible ?» La vie est un éternel changement. Eh bien, en parlant d'équipe, on parle d'équipe, on parle de management. Là aussi, vous avez tous dû, j'imagine, vous réinventer. Quel est le premier conseil qu'on donne à ses clients quand on est face à cette situation et quand il doit gérer ses équipes ? Qu'est-ce qui était le plus difficile ?
La communication, et la communication aussi à distance, du coup, quand le télétravail était la règle en entreprise. Et ça a amené, du coup, pas mal d'entreprises à évoluer aussi au niveau des outils de communication en interne, que ça soit via des Skype, des Teams, de l'intranet qui est amélioré. Je pense que ça a été un des points vraiment à améliorer pendant la crise. Après, voilà, ça a amené vraiment aussi pas mal de côtés positifs. On en discutait. Les employeurs, du coup, se sont dit, ah ben tiens, à l'avenir, je mettrais bien ça ou ça en place. J'amènerais bien plus de flexibilité. J'ai déjà pu en octroyer pendant la crise. Est-ce que je ne penserais pas à tel ou tel élément en plus à mettre en place dans l'entreprise, que ça soit au niveau de la durée du travail, des packages salariaux ou autres. Ça a vraiment amené une réflexion de la part des employeurs. Et du coup, nous, voilà, c'est une opportunité aussi pour nous, pour les accompagner. Mais c'est ça. Philippe, même question. Il a fallu gérer les équipes, l'humain. Il a fallu gérer l'humain. Alors la structure Lac de l'Odeur, c'est une chose. Voilà, Vous êtes combien ? On est 35 personnes au total, avec 35 à 40 personnes avec le service technique, l'administratif et la direction. Donc il a fallu gérer ça, beaucoup de télétravail, pas mal de réunions extérieures aussi en visio. Finalement la visio, alors ça a ses limites, mais ça a aussi ses avantages. Donc je pense qu'on a fait du gain de temps et du contact, et on a pu aussi contacter pas mal de personnes de façon plus régulière. Je ne dis pas qu'il faut rester là-dessus, parce que c'est pas, je pense, l'avenir. Ça doit rentrer dans un mode de fonctionnement et il faut peut-être l'intégrer. Mais alors, contact régulier, très régulier avec nos opérateurs, qui, eux, étaient un peu en dents de scie. Et quand on a pu faire en sorte que vous appelez les opérateurs? Les opérateurs, ce sont toutes les attractions qui se trouvent sur le site des Lacs de l'Odeur. Plus de 25 opérateurs. Ça va de l'Oreca à une attraction du Crocodile Rouge, enfin bon, à un bus amphibie, à du téléski. Enfin bon, voilà, il y a vraiment 25 attractions différentes sur le site et qui donnent un panel complet de divertissement. Donc on était en contact régulier avec eux pour les accompagner, pour les soutenir aussi. Et donc c'est ça que nous avons fait dans les premiers mois. Dès qu'on a pu ouvrir le site, parce qu'on est dans un site naturel, et là, c'est vrai qu'on a vu la convergence des personnes qui avaient envie de prendre l'air et comment dire, venir se détendre sur un site touristique. Et là, on a constaté l'été 2020, il a fait beau en plus, on a eu énormément de monde. Puis les attractions ont pu rouvrir au fur et à mesure, quelques-unes mi-juin, puis début du mois de juillet, elles ont pu être disponibles pour le grand public. Et on a constaté finalement que l'été 2020, comme l'été 2021, n'était pas une si mauvaise année que ça pour nos attractions sur le site durant l'été, pour le tourisme d'un jour et aussi tourisme de séjour qui a pu y venir également. Vous avez l'impression que vous avez dû changer votre manière de manager les équipes ? Alors oui, inévitablement, parce qu'il y a cette approche et on reparle de la communication. On a dû changer nos approches, surtout sur le plan de la communication. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, on le fait au mieux qu'on peut. Est-ce qu'on a tous les outils pour le faire? Ça, c'est un débat à avoir dans chaque entreprise. Mais c'est vraiment un point très important. Est-ce qu'il faut retirer quelque chose? C'est se dire, OK, en fonction de l'évolution des choses qui peuvent arriver, en fonction d'un problème qui arriverait dans le futur, c'est bien travailler cette communication, écouter et donner des solutions, ou en tout cas accompagner. Oui, c'est ça. Parce que les gens face à vous étaient aussi peut-être plus sensibles. Beaucoup plus sensibles, énormément de questions, des questions auxquelles on ne sait pas toujours répondre, mais en tout cas les écouter, et puis revenir vers eux avec certaines solutions. Fabrice, pareil, au niveau management, ça s'est passé comment au niveau du centre culturel? Ça a été compliqué. Parce que, oui, Zoom, Teams, tout ça, mais tous ces échanges qui se font à la machine à café le matin, tous ces échanges qui se font pendant midi, le verre en fin de semaine qu'on peut partager ensemble, quand votre rapport, ça ne devient que de donner des injonctions ou d'essayer de convaincre qu'il faut aller dans cette direction-là, mais c'est pas simple. Surtout qu'on est quand même dans un contexte, je sais pas très bien qui va bien en ce moment, mais il y a une morosité générale dans la société. On est peut-être seulement en train de subir l'impact de la crise. Quand c'est la guerre, c'est souvent, c'est après la guerre qu'on est en traumatisme. Et ici, il y a un malaise, il y a aussi des craintes. Personne n'est dupe quand même. Ok, le vaccin, mais est-ce que qui peut prétendre qu'on n'aura pas une Xème vague à l'automne ou un nouveau variant à l'hiver? Donc c'est quand même très très compliqué. Vivement le retour télétravail, super, mais vivement le retour sur site pour retrouver un peu de convivialité et de moments de partage entre collaborateurs, collaboratrices. Et très
concrètement au sein du centre culturel, au niveau programmation, au niveau activité, là, au présent, ça donne quoi ? Et ça donne une reprise en salle qui va commencer le 1er octobre, mais notre stratégie a plutôt été de miser sur l'été. On s'est lancé dans un festival l'été, entre autres. On a continué ici avec les Fêtes de Wallonie, avec un autre festival pour enfants. On n'a pas trop misé sur l'automne, parce que déjà avec au cas où. Au cas où, on est beaucoup sur des reports, il y a eu beaucoup d'annulations, mais je vous cache pas que l'annonce hier du gouvernement wallon d'imposer le Covid Safety Kit en culture ne nous réjouit pas. Il y a d'ailleurs pas vraiment de consensus scientifique sur la question. On voit bien que ça va continuer à accentuer les divisions au sein de notre société, alors qu'il faudrait plutôt recoller les bouts. Sans parler des changements de comportement, tout le monde a pris un peu plaisir à prendre un abonnement Netflix ou une autre plateforme. Les habitudes ont un peu changé. Quoi. Tout à fait. Et donc on voit bien que les abonnements dans tous les théâtres sont en chute libre, logique. Qui sait aujourd'hui ce qu'il fera le 11 mars de l'année prochaine. Voilà. Et puis un mode de réservation qui se fait de plus en plus tardif. Ça, c'était déjà une tendance lourde qui s'est accentuée avec le Covid. Et puis peut-être d'autres habitudes, des barbecues, des repas entre amis, et pas forcément de ressortir dans ce contexte un peu bizarre quand même. Avant de vous libérer et d'accueillir un autre acteur de l'économie du Hainaut, j'aimerais terminer avec vous. La Belgique se relance, pour vous, ça veut dire quoi ? Ça serait pas mal de travailler cette question d'identité belge déjà, parce que la culture, elle est fédéralisée, c'est la fédération, c'est la communauté française, la fédération Wallonie-Bruxelles, donc travailler cet ADN. On a quand même de beaux produits, des diables rouges en passant aux gaufres. Donc on en revient à l'humilité maladive. Et à la bière. Oui, tout à fait. Et donc il y a un enjeu, c'est 2030, la capitale culturelle européenne. Bruxelles est candidat, ça va être les 200 ans de la Belgique. Là, il y a quand même un bel enjeu d'essayer de recréer une unité dans notre pays. Merci, on vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. On va se quitter quelques instants, le temps d'une page de pub. On va accueillir d'autres acteurs de l'économie du Hainaut juste après la pause. À tout de suite.